Bonjour à tous les deux. Bonjour. Dans Europe 1 13h, on va donc revenir largement sur l'interview de Jean-Noël Barrot ce matin sur le service public. Le ministre des Affaires étrangères s'est exprimé. Enfin, il avait exprimé quelques mots sur Twitter, sur X. Là, il a enfin pris la parole après avoir décliné les sollicitations de nombreux médias, y compris le nôtre. Il a choisi de s'exprimer sur France Info. Et ce qui est assez affligeant lorsqu'on écoute cette interview, c'est que pas une seule fois, Jean-Noël Barrot ne reconnaît clairement avoir failli dans ce dossier. Il renvoie la faute sur tout le monde, y compris les services de sécurité israéliens. Il ne précise pas non plus quand l'étudiante sera expulsée, ni même vers où elle sera envoyée. Le ministre annonce cependant qu'une enquête est en cours pour comprendre ce qui s'est passé et que le temps de cette enquête, aucune évacuation de Gazaouis vers la France ne se tiendra. On l'écoute. Cette jeune femme n'a pas sa place à Sciences Po, elle a d'ailleurs été désinscrite, elle n'a pas sa place en France, elle doit quitter le territoire national. De toute évidence, les contrôles sécuritaires qui ont été menés par les services de l'État compétents, ainsi que par les autorités israéliennes, n'ont pas permis de détecter ces propos antisémites et inacceptables. Et en attendant, aucune opération de ce type, aucune évacuation d'aucune sorte ne se tiendra tant que nous n'aurons pas tiré les conséquences de cette enquête. Sébastien Ligné, pas un mot en revanche sur les près de 300 Gazaouis qui sont déjà sur notre sol. Est-ce que eux vont faire aussi l'objet d'une enquête ? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Non. Non, j'ai pas envie d'être l'oiseau de mauvais augure et déjà d'être rabat-joie, mais honnêtement, Jean-Noël Barrot est l'homme qui s'est fait prendre la main dans le pot de confiture et qui tente de se défausser et de pas assumer ses responsabilités. D'ailleurs, cette enquête qui va aller très vite, parce que finalement les services de renseignement n'ont pas fait leur travail, c'est ça le résultat de l'enquête. Cette enquête n'aurait jamais eu lieu si des internautes, en 3 coups de clic, n'avait pas vu que cette jeune femme tenait des propos plus que problématiques, antisémites, voire nazis, avec des références explicites à Adolf Hitler. Mais alors, quel service de renseignement ? Parce que lui, il pointe du doigt même les services de renseignement israéliens. C'est autre chose. C'est que là, ça, c'est une manœuvre politicienne, parce que c'est un homme qui, d'ailleurs, sur tous les sujets, depuis qu'il est au Quai d'Orsay, se défausse et refuse d'assumer ses responsabilités. Un ministre qui a serré la main du djihadiste Al-Shara qui est au pouvoir en Syrie, alors que ce même homme refuse de serrer la main de la ministre des Affaires étrangères allemande. Cet homme qui multiplie les échecs sur le dossier algérien. Dans une démocratie normale, cet homme-là n'est plus en poste. Il est remercié, ou alors s'il a encore un petit peu d'estime pour lui-même et pour la démocratie française, il aurait démissionné. Donc il se défausse sur tous les sujets. Donc évidemment, il pointe du doigt la responsabilité israélienne pour éviter de se regarder dans le miroir, parce que c'est évidemment une faute française et franco-française. Et vous pensez bien que sur les quelques 300 autres Gazaouis qui sont arrivés en France, je ne vois pas comment, quand on sait le rapport des Gazaouis avec le Hamas, qu'ils soutiennent encore majoritairement selon les sondages, je ne vois pas comment ce serait qu'un cas isolé. D'ailleurs, on l'a vu et je crois qu'on va en reparler tout à l'heure. Il y a déjà eu un autre cas qui est sorti qu'on pourrait qualifier de problématique. Donc je pense que ce n'est que la face immergée de l'iceberg, malheureusement. Éric Danon, qui est ancien ambassadeur de France en Israël, qui était invité sur notre antenne hier, parlait de génération Hamas. Évidemment, tous les Gazaouis ne sont pas antisémites, tous les Gazaouis ne partagent pas l'idéologie du Hamas, mais écoutez quand même ce qu'il disait à ce sujet. Vous avez des dérives dans certains consulats et dans certaines ambassades dans le monde qui font que certains agents considèrent qu'ils ne représentent plus les intérêts de la France dans le pays, mais plutôt les intérêts du pays vis-à-vis de la France. Alors, on va revenir, parce que c'est pas exactement ce son d'Éric Danon qu'on souhaitait écouter. Éric Danon qui expliquait globalement le fait que le Hamas était aux commandes à Gaza depuis une vingtaine d'années et que la jeunesse de Gaza, finalement, on parle de cette étudiante, la jeunesse de Gaza aujourd'hui n'avait connu que cette idéologie et que c'est aussi ça qui posait problème, Raphaël Steinville. Alors, 2 choses. D'abord, sur ce qu'on vient d'entendre d'Éric Danon, c'est quand même déjà très intéressant, bien parce sûr, qu'effectivement, on va y revenir, bien sûr. D'accord. Bon, on va y parler de ces agents consulaires tropicalisés. Je pense que c'est vraiment très intéressant pour comprendre les failles qui ont conduit à ce scandale d'État aujourd'hui. La deuxième chose, il a parfaitement raison. Effectivement, la jeunesse gazaouite, depuis 2006, l'élection du Hamas ne vit
que sous le joug l'endoctrinement de ce mouvement terroriste qui, en presque 20 ans, a totalement gagné le cœur et les esprits des Palestiniens et qui a formé une jeunesse qui ne connaît comme seul horizon que ce mouvement politique dans la bande de Gaza. Une jeunesse qui n'a été bercée que par la haine de l'Occident et que par la haine de l'Occident, la haine du juif, bien sûr. Et cette volonté absolue que de détruire l'État hébreu qui voisine la bande de Gaza. Donc oui, ce qu'il dit est absolument vrai, c'est étayé par d'autres témoignages. Je pense à Michel Fayad qui connaît bien cette région et qui décrit exactement les mêmes processus d'endoctrinement qui font qu'aujourd'hui les jeunes Palestiniens n'ont pas cette nuance, cette propension à discerner le bien du mal. Leur seule vérité, c'est la vérité dictée par le Hamas. Et donc effectivement, tous ceux qui aujourd'hui arrivent ou arriveraient en France par les voies que nous avons décrites sont susceptibles d'être des bombes humaines, avec en tout cas des ressorts antisémites absolument glaçants quand on voit en plus ce qu'ils écrivent. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la fameuse étudiante qui devait arriver à Sciences Po Lille, cette étudiante, le patron de Sciences Po Lille, qui d'ailleurs qui passe un petit peu entre les gouttes. Il a de la chance que ça devienne une affaire d'État, parce qu'on parle quand même d'un président d'une école qui a donné son propre logement pour accueillir une étudiante qu'il ne connaît pas. C'est quand même extrêmement étrange, si je peux me permettre. Cette étudiante, il explique finalement, elle a rempli les cases, son CV était aux normes, et donc c'est tout à fait normal qu'elle rejoigne Sciences Po. Le problème, c'est que dans les CV des étudiants de Gazaoui, on voit des écoles qui sont aussi tenues idéologiquement par le Hamas. Ce ne sont pas des écoles totalement indépendantes, où on apprend une histoire absolument pas nuancée, et sourcée. Donc même un CV d'une étudiante palestinienne ne doit pas être regardé sur le même regard et sur le même plan que le CV d'une étudiante d'un pays totalement démocratique, avec des institutions éducatives totalement libres. Donc c'est là où c'est intéressant, et c'est là où Raphaël a raison, c'est que le Hamas tient toutes les sphères de la société palestinienne, même l'école. Sébastien Ligné, sommes-nous en train d'importer des antisémites en France, surtout? Ce n'est pas terminé, vous savez que ce n'est pas terminé. On a déjà découvert aussi ces dernières heures qu'un autre réfugié gazaoui, journaliste cette fois, est accusé d'apologie du terrorisme et de crimes contre l'humanité. Ce journaliste travaille pour la rédaction de France 24. Il aurait déclaré en 2022 sur les réseaux sociaux « Les Juifs sont des fils de chiens, je suis pour les tuer et les brûler comme Hitler ». Déclaration qui lui a valu d'être licencié du New York Times, qui n'est pourtant pas une institution qu'on pourra appeler de totalement neutre sur la question palestinienne. Évidemment qu'on en apporte. À partir du moment où tous les sondages vous montrent qu'entre 60 et 70% des Gazaouites depuis le 7 octobre continuent à soutenir le Hamas, il n'y a pas besoin de faire de généralité ou de calcul, mais vous savez bien que quand on en accueille potentiellement 100, 200, 300 000, puisque la jurisprudence du droit d'asile récemment invoquée fait que, en théorie, à terme, tous les Gazaouis pourront devenir ou pourront avoir le droit à ce statut de réfugiés politiques, sur le même principe que les femmes afghanes. Donc oui, si vous faites les calculs, vous prenez 200, 300 000 Gazaouis potentiels. Évidemment que dans le lot, il n'y a pas besoin de faire généralité pour très bien comprendre qu'il y aura des cas problématiques. Mais d'une certaine manière, mais quand on accueille des populations musulmanes qui, dans tous les sondages, vous montrent qu'il y a un rapport entre la population musulmane et la transmission de certaines idées antisémites ou certains caractères antisémites ou certaines actions antisémites, quand vous voyez les sondages qui vous montrent que dans la population musulmane française, le rapport avec le juif est beaucoup plus sévère et violent qu'avec les autres catégories de la population française, oui, d'une manière générale, quand vous importez une immigration arabo-musulmane, qu'elle vienne de Gaza ou d'ailleurs, vous avez un risque d'importer des antisémites. Malheureusement, c'est comme ça. À des sondages, évidemment que toute la communauté musulmane n'est pas antisémite. On va poursuivre ce débat dans un instant et on va revenir, vous l'évoquiez tout à l'heure, Raphaël Steinville, sur les propos d'Éric Danon, ancien ambassadeur de France en Israël, qui déclarait hier sur notre antenne, qui déplorait les dérives dans plusieurs consulats dans le monde, en précisant le rôle du consulat de France à Jérusalem dans cette affaire. Une représentation française au contour pour le moins
pour le moins flou, vous l'entendrez. Restez avec nous sur Europe 1. À qui la faute ? Qu'est-ce qui a failli dans ce dossier, dans le dossier de cette étudiante gazaoui accueillie en France, qui devait démarrer une année d'études à Sciences Po Lille, étudiante qui devait également toucher une bourse d'études et qui tenait par ailleurs sur les réseaux sociaux des propos antisémites extrêmement graves, qui appelaient à tuer des juifs, qui tenait des propos à la gloire d'Adolf Hitler. Je voudrais qu'on écoute l'ancien ambassadeur de France en Israël, Éric Danon, qui était l'invité d'Europe 1 Soir hier. Éric Danon qui a déploré des dérives dans plusieurs consulats dans le monde, en précisant le rôle du consulat de France à Jérusalem dans cette affaire. Écoutez. Vous avez des dérives dans certains consulats et dans certaines ambassades dans le monde qui font que certains agents considèrent qu'ils ne représentent plus les intérêts de la France dans le pays, mais plutôt les intérêts du pays vis-à-vis de la France. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans le langage DRH du Quai d'Orsay la tropicalisation. Vous avez des contractuels locaux qui font 30 ans sur place et qui ont une interface, des amis, des relations, etc. Au bout d'un moment, ils sont, comme on dit, tropicalisés, c'est-à-dire que ils prennent fait et cause pour le pays dans lequel ils se trouvent. L'ancien ambassadeur de France en Israël, Éric Danon, il était interrogé hier soir sur Europe 1 et c'est un constat extrêmement intéressant, Raphaël Steinville, que nous fait Éric Danon à l'instant. Oui, parce qu'on se posait la question des responsabilités. On a entendu Jean-Noël Barrot qui nous expliquait que c'était une faillite du renseignement, une faillite des Israéliens. D'abord, moi, je n'aime pas trop l'idée que l'on puisse déléguer à un État étranger, certes ami de la France, le soin de pouvoir sélectionner pour nous les profils qui pourraient être relevés du droit d'accueil ou en tout cas de ce genre de processus. Mais ce que dit Éric Danon est extrêmement important. Parce que lorsqu'il parle de ces agents consulaires tropicalisés, c'est-à-dire ces agents qui ont épousé tellement l'écosystème dans lequel ils sont, qu'ils en viennent à adopter les mœurs, la manière de penser, la manière d'être, plutôt que de penser en tant que serviteur de la France, ça pose véritablement un problème crucial. Surtout lorsque l'on sait que, s'agissant du consulat de Jérusalem, il a en charge plus précisément les populations palestiniennes. Ce qui fait que ces agents consulaires qui sont là, et ça a été dit par Éric Danon, parfois jusqu'à 30 ans, qui ont 30 ans de service, quand un ambassadeur ou un consul n'est là que pour 3, 4, 5, 6 ans dans un pays, c'est-à-dire qu'ils ont une connaissance des habitudes et ils ont finalement une capacité à agir sur l'obtention de visas, sur la délivrance d'un certain nombre de papiers de manière extrêmement forte. Et donc ça c'est un point de faiblesse, mais c'est plus qu'un point de faiblesse, c'est une fragilité immense de déléguer à ces personnes le criblage des gens qui sont supposés être accueillis par la France. Honnêtement, si Jean-Noël Barrot ne voit pas le problème, c'est qu'il est aveugle, ou sinon qu'il prend les Français pour des imbéciles. Il y a une autre question à laquelle Jean-Noël Barrot n'a pas clairement répondu, c'est la question de l'expulsion. Quand et vers où ? Parce que pour le moment, on n'en a aucune idée. Quand bien même elle serait réellement expulsée, Sébastien Ligné. Le problème, c'est que à partir du moment où vous parlez d'une réfugiée ou d'un réfugié politique, les conditions de renvoi sont tout de suite beaucoup plus difficiles. Déjà qu'on a du mal à renvoyer des OQTF algériens multicondamnés qui ne sont absolument pas réfugiés politiques. Là, on rentre dans une case supplémentaire parce qu'ils sont déjà ils sont protégés par des juridictions européennes et transnationales. Et puis vous avez une protection judiciaire aussi française. Et vous avez aussi le soutien des associations sur place qui peuvent faire retarder les différentes demandes, qui peuvent ajourner des procédures, qui peuvent demander des appels. Tout ça fait gagner du temps. Ce qui fait que cette jeune femme risque de rester en France plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années. Et ensuite, il y a évidemment la question de vers où on la renvoie. Est-ce qu'on la renvoie vers une zone de guerre ou alors est-ce qu'on fait comme beaucoup de pays, notamment le Royaume-Uni qui a démocratisé ça ces dernières années, c'est-à-dire qu'on crée des accords avec des pays tiers, mais encore une fois, c'est compliqué parce que ce statut de réfugié implique un certain nombre de défenses, statut qui a complètement été dévoyé d'ailleurs depuis plusieurs années,
ça implique plusieurs protections. Donc j'ai du mal à croire comment cette jeune femme ne puisse pas rester en France plusieurs mois. Hein. Alors, on l'a vu, ce feuilleton embarrasse particulièrement Jean-Noël Barrot, mais embarrasse aussi clairement le chef de l'État, le président de la République, qui n'est pour le moment pas du tout intervenu. Il s'est absolument pas exprimé sur le sujet. Est-ce que ces affaires, Raphaël Steinville, ne risquent-elles pas de mettre à mal les ambitions d'Emmanuel Macron sur la reconnaissance de la Palestine ? Malheureusement, je crains que non. Je crains que dès lors que Emmanuel Macron a déjà fait fi des conditions qu'il avait posées pourtant il y a quelques mois pour reconnaître l'État palestinien, je pense que ces cas, il pourra toujours dire que ce sont des cas isolés, quand bien même nous le comprenons, en tout cas nous le soupçonnons, il est bien possible que ce soit un phénomène d'ampleur beaucoup plus vaste, cette importation finalement de personnes tellement biberonnées à l'idéologie du Hamas que nous importons des antisémites. Je ne pense pas que le chef de l'État recule, je pense que même il se gargarise de voir d'autres États lui emboîter le pas et le rejoindre dans la dynamique qu'il a enclenchée. Donc je n'attends absolument rien du chef de l'État. En revanche, j'aimerais quand même alerter sur une chose qui me semble assez cruciale. Vous vous souvenez, le 11 juillet dernier, la Cour nationale du droit d'asile a rendu une décision reconnaissant le statut de réfugié d'une reconnaissante palestinienne et de son fils, sur la base des risques de persécution personnelle liés à leur nationalité palestinienne par les autorités israéliennes. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que la Cour nationale du droit d'asile, finalement, souscrit au récit et du Hamas et d'un certain nombre d'ONG dont on voit que le discours, le narratif est repris clé en main par des médias. Et là, nous en venons à nouveau à ce réfugié palestinien, fixeur, journaliste travaillant pour France 24, qui finalement livrait des vidéos. On le présente comme un fixeur, mais aujourd'hui, son véritable travail, puisque les journalistes n'ont pas accès à la bande de Gaza, c'était d'envoyer des vidéos, des commentaires aux rédactions, et notamment à France Télévisions via France 24. Et donc, c'est ce discours qui a nourri un certain nombre de prises de décision politiques et qui conduisent aujourd'hui à la reconnaissance par le chef de l'État de l'État de Palestine, à l'accueil de réfugiés palestiniens qui, on le voit, ne sont pas neutres. Mais de toute façon, et non seulement ne sont pas neutres, mais je voudrais qu'on vienne aussi sur les propos de Julien Audoul, qui est porte-parole du RN et député, qui était invité d'Europe 1 ce matin. Pour lui, l'idéologie pro-palestinienne a pris le pas sur la sécurité des Français. Ça veut aussi dire que cette idéologie antisémite, elle ne concerne pas uniquement les Juifs de France. Elle concerne aussi tous les Français, dans le sens où derrière les Juifs de France, derrière l'idéologie antisémite, il y a aussi une haine de l'Occident, une haine aussi des valeurs de notre République, Sébastien Linet. On le voit d'ailleurs dans certains tweets qui ont été exhumés de cette étudiante. Il y a évidemment des tweets antisémites, mais d'une manière générale, on le comprend, ce sont les Occidentaux, et allons plus loin, les Blancs, qui sont visés. Donc évidemment qu'ils représentent une menace pour tous. Maintenant, je pense qu'il faut garder une certaine hiérarchie. Les premières victimes essentielles de cette importation restent la population juive française. Quand vous voyez la hausse de plus de 1000% selon le CRIF des actes antisémites en France depuis le 7 octobre, quand vous voyez les sondages hallucinants de la crainte des parents juifs qui n'osent plus porter la kippa ou qui enlèvent leurs enfants des établissements publics éducatifs, quand vous voyez le nombre de demandes de retour ou de départ vers Israël, vous vous rendez compte qu'on est en train de créer une génération dans quelques dizaines d'années d'une France sans juifs, parce qu'aujourd'hui on commence à assister à un début d'exode massif, et ça devrait nous inquiéter, parce que la dernière fois qu'on a vu une exode des juifs d'Europe, c'était quelques années avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Absolument. Donc en général, quand une population quitte un territoire en amont, c'est qu'ils sentent bien que le vent est en train de tourner. Donc oui, ça devrait nous inquiéter.